En 1870 va se poser le problème, la question du trône d'Espagne, parce que le trône d'Espagne est vacant. Donc le gouvernement espagnol cherche une tête couronnée, un prince de l'aristocratie européenne pour régner. Et Bismarck saisit l'occasion, dit tiens, je vais refaire comme les Habsbourg. En fait, Bismarck ne veut pas vraiment qu'un Hohenzollern règne en Espagne, mais juste pour provoquer la France, parce qu'il sait que la France ne peut laisser passer ça. Donc il propose la candidature, donc là on est en juillet déjà 1870, propose la candidature d'un prince allemand sur le trône d'Espagne. La France refuse et dit nous n'accepterons pas qu'un Hohenzollern règne à Madrid. Parce qu'on va se retrouver encerclé, tout ce qu'on avait évité depuis le XVIe siècle, on va revenir au point de départ, quoi. C'est pas possible. Donc la France, la diplomatie française force le roi Guillaume Ier à retirer. Guillaume Ier retire la candidature du prince, mais la France exige vraiment une renonciation claire, nette et précise. Et donc l'ambassadeur français, le comte Benedetti, il va rencontrer le roi Guillaume Ier qui prend les eaux dans la ville d'Ems. Bad Ems. Ems, c'est une ville allemande, une ville thermale où le roi Guillaume Ier était en vacances, se détendait, faisait sa cure thermale. Et le roi Guillaume Ier, il ne voulait pas recevoir l'ambassadeur, non pas par manque de respect, mais en gros pour le dire j'y renonce. Alors, décidément, on a du mal. Attends, je vais éviter de m'asseoir comme ça. Voilà. C'est bon là, toujours? C'est bon, je crois, c'est bon. Donc, le roi Guillaume Ier dit je n'ai rien à ajouter, mais sachez que nous ne porterons plus de candidat au trône de Madrid, nous voulons qu'il y ait la paix, nous ne souhaitons pas de guerre. Bismarck va voir ce communiqué, va empêcher que le communiqué ne parvienne à la diplomatie française et va le modifier de façon à le rendre un peu méprisant, un peu comme si Guillaume Ier avait congédié de façon méprisante l'ambassadeur français. Parce qu'il s'est dit, il faut absolument que la France nous déclare la guerre. Parce qu'il dit, sinon moi j'échoue et je vais démissionner quasiment, et tout ce que j'ai fait va être réduit à néant. Et là, colère pour la France, parce que c'est Bismarck qui modifie le communiqué du roi Guillaume Ier. La France exige des excuses officielles, c'est terrible, c'est pas possible, c'est un camouflet. Et la France déclare la guerre. Napoléon III commençait très malade et n'était pas d'accord par contre. On se souvient même je ne sais plus si c'était la phrase de Bazaine ou de Bourbaki, un général français, disait « On est prêt à faire une guerre, on est archi prêt, il ne nous manque pas un bouton de guêtre à l'armée française. » Donc la France déclare la guerre. Quelle est la situation de la France à ce moment-là? La France n'a aucun allié. L'Angleterre en a ras-le-bol que la France remue toujours et veut toujours s'étendre et bouleverse ou modifie l'équilibre des forces en Europe. Donc l'Angleterre n'est pas liée avec la France, est plutôt neutre, attend d'observer quoi. L'Autriche, elle aimerait bien se venger de Sadova, mais elle n'a pas oublié que la France a soutenu les Italiens et a piqué des territoires, a permis que l'Italie conquiert des territoires aux Autrichiens. D'ailleurs, à ce propos, je voulais parler de ce roman de Joseph Roth, d'un grand écrivain autrichien, qui s'appelle La Marche de Radzewski, où ça montre l'ascension d'une famille d'origine slovène dans l'aristocratie autrichienne. En fait, c'est la famille des von Trotta. C'est un lieutenant slovène, vraiment un tout petit lieutenant, qui sauve la vie. Bon, c'est un roman par contre, c'est romancé, mais quasiment toute la trame, l'ambiance est réelle dedans. Il sauve la vie de François-Joseph lors de la bataille de Solferino et il va l'anoblir. Ensuite, son fils va être noble et son petit-fils, en gros, l'épopée, c'est sur 3 générations, on voit l'ascension, c'est symbolique, c'est l'ascension et la chute de cette famille, parce que c'est aussi l'ascension et la chute des Habsbourg. En gros, ça va de Solferino à Sarajevo, au fameux attentat de Sarajevo et la Première Guerre mondiale, donc vraiment un roman magnifique, Joseph Roth, la Marche de Radzewski. Donc, petite parenthèse fermée. Donc, l'Angleterre neutre durant le conflit en 1870, l'Autriche-Hongrie, elle veut bien prendre sa revanche sur Sadova, mais elle est méfiante parce que la Prusse est quand même puissante, elle a vu ce que c'était que la Prusse, et elle veut pas s'allier aux Français parce que elle a vu qu'elle avait aidé les Italiens auparavant. Les Russes veulent pas s'allier aux Français parce que la France et l'Angleterre étaient intervenues lors de la guerre de Crimée, La fameuse guerre de Crimée. aux côtés de l'Empire ottoman. On a fait un cadeau aux Anglais, parce qu'on n'a rien à faire Parce là-bas. qu'il n'y avait aucun intérêt que la France n'aille là-bas, mais bon. C'était pour que les Anglais protègent leur Rodésin, toujours. Exactement. Donc, aux yeux de toute l'Europe, la France paraît comme l'agresseur. Tous les souverains allemands sont obligés de suivre la Prusse. Parce que toutes les opinions de toutes les régions d'Allemagne sont pour la guerre et en finir une bonne fois pour toutes avec cette France qui ne cesse de les agresser. Et pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de l'auteur de l'hymne allemand, donc musique de Joseph Haydn, donc de ce August Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Donc la guerre est déclarée donc fin juillet 1870. Regarde ce qu'il disait dans une lettre à un ami le 27 août 1870. Lui, il souhaitait la destruction de la France et son démembrement carrément. Donc je te cite. Donc c'est dans une lettre qu'il avait adressée à un ami.
Il ne nous reste que la haine contre cette race damnée des Français, ces monstres de l'humanité, ces chiens fous, cette grande nation de l'infamie et de la bassesse. Que Dieu nous offre, et il nous offre, de sortir de son combat couvert de gloire et de rendre cet immense service à l'humanité que pour moi et pour nous tous, l'Allemagne par-dessus tout devienne une réalité. Donc à ce moment-là, il ne pouvait pas savoir que l'Allemagne allait gagner, mais pour dire, en gros, ce qu'il dit, c'est des mots forts, hein. Ces chiens fous, parce qu'en fait, à partir du 19e siècle, on surnomme la France la grande nation. C'est le surnom de la France. Mais les Allemands, par dérision, ils appellent la France die selbstgenannte grande nation, l'autoproclamée grande nation. Donc voilà, donc la France est isolée. La bataille de Sedan, le 2 septembre 1870, où Bazaine, MacMahon, mais surtout c'était Achille Bazaine le général, Napoléon III est malade, il est fait prisonnier, c'est une défaite cinglante. 5-6 semaines après. Parce que depuis la guerre de 100 ans, lorsque la France avait perdu la guerre de 100 ans, depuis la France n'avait plus perdu une guerre contre un adversaire seul. J'ai parlé tout à l'heure avec François Ier lorsqu'il est prisonnier, mais il est prisonnier loin, il n'est pas prisonnier en territoire français, il est prisonnier à Pavie en Italie. Lorsque sous Louis XIV, ou alors Louis XV, quand Louis XV perd des territoires, c'est l'empire colonial, mais ce n'est pas la France même. Et après, sous Louis XIV, la France a toujours affaire à des coalitions gigantesques. Là, ça faisait depuis la guerre de 100 ans que la France n'avait pas subi une défaite contre un adversaire seul. Et c'est la fameuse phrase de Jacques Bainville dans son Histoire de France, qui disait « On pensait affronter la Prusse, c'est toute l'Allemagne qu'on a dû affronter. » Donc 2 septembre 1870, défaite de Sedan. 4 septembre 1870, la Troisième République est proclamée, donc c'est la chute du Second Empire. Napoléon est prisonnier. C'est une revanche inouïe pour les Allemands, puisque c'était un Napoléon, puisque c'est Napoléon Ier, l'oncle de Louis-Napoléon Bonaparte, qui était Napoléon III. C'est un Bonaparte qu'on a vaincu, la même famille qui nous avait vaincus. Parce que le Guillaume Ier, il est né en 1797. Lorsque Napoléon entre dans Berlin en 1806, ce roi-là a 9 ans. C'est un destin inouï. Là, bon, il est très vieux, à la fin de sa vie, mais de son vivant, il prend une revanche. Ensuite, il y a le siège de Paris, le fameux épisode où on mange même des rats à Paris, l'éléphant du jardin des plantes, les Parisiens l'ont mangé, ce que Victor Hugo appelait l'année terrible. Puis après, la commune de Paris, vraiment, c'est une guerre civile. Vraiment, la France, c'est plus bactère. Mais les Allemands dorment à Versailles. Le roi de Prusse passe le nouvel an, je ne sais plus si c'est le roi de Prusse ou l'aristocratie allemande, dort dans Versailles. Là où le roi Soleil, Louis XIV, qui avait tant de fois infligé des défaites aux Allemands, c'est un destin inouï. Là, les Allemands, vraiment, ils couchent à Versailles. Ils squattent Versailles, hein, pour parler de façon un peu vulgaire. Bah, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Bah, c'est bon, vae victis, la malheur au vaincu. Et le 18 janvier 1871 est proclamé l'Empire allemand dans la galerie des glaces du château de Versailles. Pourquoi le 18 janvier 1871 ? Le 18 janvier 1701, le prince électeur de Brandebourg de Prusse devient roi de Prusse. Donc là, le 18 janvier, c'est un anniversaire, 1871, l'Empire allemand est proclamé et Guillaume Ier devient empereur d'Allemagne. Et vous connaissez tous ce fameux tableau d'Anton Werner, où on voit la proclamation de l'Empire allemand, où tous les généraux, l'aristocratie militaire allemande et prussienne tirent son sabre et souhaitent longue vie au roi. Et on a Bismarck au milieu habillé en blanc. Tous sur le tableau sont représentés en noir, sauf Bismarck au milieu qui est représenté en blanc. Et Guillaume II, qui est le petit-fils de Guillaume Ier, n'aimait pas trop ce tableau. Parce que pour lui, c'était vraiment... c'était Bismarck qui était le personnage central du tableau. Oui. Donc oui, à partir de là, par contre, à partir de 1871, tous les autres pays d'Europe sont surpris de la défaite soudaine et rapide de la France. Je vais te citer un passage du livre de Simone Veil, L'Enracinement, pour expliquer un peu cette mauvaise perception qu'on avait de l'Allemagne à partir de ce moment-là. Attends, je vais te retrouver juste le passage. Il n'y avait pas alors vraiment encore de motif raisonnable d'en vouloir aux Allemands. Ils n'avaient pas commis d'agression. Ils s'étaient à peu près abstenus d'atrocités. Nous avons eu mauvaise grâce à leur reprocher la violation des droits des peuples au sujet de l'Alsace-Lorraine, population en grande partie germanique, à partir de nos premières expéditions en Annam. Mais nous leur en voulions de nous avoir vaincus, comme s'ils avaient violé un droit divin, éternel, imprescriptible de la France à la victoire. Et je vais te lire un autre extrait, celui-là il est encore mieux, parce que jusqu'à présent on avait l'image de l'allemand romantique, parce que le romantisme allemand... La guerre de 1870 a montré ce qu'était la France aux yeux du monde. Dans cette guerre, les Français étaient les agresseurs malgré la ruse de la dépêche d'Ems. Cette ruse même est la preuve que l'agression est venue du côté des Français. Les Allemands désunis entre eux, frémissant encore du souvenir de Napoléon, s'attendaient à être envahis. Ils furent très surpris d'entrer dans la France comme dans du beurre, mais ils furent bien plus surpris encore de se trouver un objet d'horreur aux yeux de l'Europe.
alors que leur seule faute était de s'être défendus victorieusement. Mais la vaincue était la France, et malgré Napoléon, à cause de 1789, c'est assez pour que les vainqueurs fissent horreur. On voit dans le journal intime du prince impérial Frédéric, qui est le fils donc de Guillaume Ier, quelle surprise douloureuse causa aux meilleurs des Allemands cette réprobation pour eux incompréhensible. De là peut-être date chez les Allemands le complexe d'infériorité, le mélange en apparence contradictoire d'une mauvaise conscience et du sentiment qu'on leur fait une injustice et la réaction de férocité. En tout cas, à partir de ce moment, dans la conscience européenne, le Prussien se substitue à ce qui jusqu'alors avait semblé le type de l'Allemand, c'est-à-dire le musicien rêveur aux yeux bleus, gutmütig, fumeur de pipe et buveur de bière, totalement inoffensif qu'on trouve encore dans Balzac. Et l'Allemagne ne cessa de devenir de plus en plus semblable à sa nouvelle image. Parce que si on prend d'un point de vue juste théorique objectif, la France déclare la guerre, l'Allemagne a habilement joué, l'Allemagne se défend et gagne. Mais à partir de là, elle devient vraiment un monstre barbare, horrible. Et les Allemands complexent à partir de ce moment-là, comme s'ils avaient, non pas honte de leur victoire, ils sont contents, mais très vite ils se rendent compte que, aux yeux de toute l'Europe, ils ont abattu la nation de la Révolution. La France, c'est le pays de la Révolution française, le pays des droits de l'homme, des Lumières. Donc tout de suite, comme si ils complexaient ou ils culpabilisaient de cette victoire. Et je vais parler même, sous la Seconde Guerre mondiale, il y a même des films qui parlent un peu de ce sentiment. Donc ensuite, Bismarck continue sa politique, donc père de l'Alsace et de la Moselle, parce qu'on dit l'Alsace-Moselle, non, avec le traité de Francfort, c'est l'Alsace et la Moselle. Toute la Lorraine n'est pas allemande. Oui, c'est l'Alsace-Moselle. Donc Bismarck encourage aussi les Français à aller dans les colonies, comme ça ils oublient l'Alsace-Lorraine. Voilà, de mener une politique coloniale. Le congrès de Berlin, la conférence de Berlin 1884-85, parce qu'il ne faut pas idéaliser les Allemands non plus, c'est à la conférence de Berlin qu'on partage l'Afrique, enfin qu'on pose les principes entre nations européennes du partage de l'Afrique. Ensuite, Guillaume II, donc, le fils de Guillaume Ier, le roi Frédéric Guillaume III, je crois, j'ai oublié son nom, règne très peu de temps, et c'est son fils Guillaume II qui règne, et il inaugure, et il est en conflit avec Bismarck, et il pousse vers la sortie Bismarck, qui meurt en 1898, et Guillaume II, lui, il inaugure ce qu'on appelle la Weltpolitik. Lui aussi, il veut une politique mondiale, et se lance dans la conquête coloniale en Afrique. Et les Allemands vont obtenir la Namibie, le Togo, le Cameroun et la Tanzanie. Parce que l'Allemagne, que l'Allemagne va perdre après en 1918, mais l'Allemagne n'a pas eu de grand empire colonial comme les Français, les Anglais, les Espagnols ou les Portugais. Quoi. Donc là, il y a le revanchisme en France. Puisque les Français veulent préparer à tout prix et laver l'affront. Ce qu'on disait, c'était n'en parlons pas, mais n'oublions jamais, c'était ça. N'en parlez jamais, mais y pensez toujours. Voilà, ne parlez jamais, mais y pensez toujours. Voilà, c'est ça. Et sur les cartes de France, l'Alsace-Moselle, on l'a colorée en violet. C'était la couleur du deuil. D'accord. Donc on l'a colorée, genre, on traçait pas la frontière là. Genre, on disait, elle est peut-être allemande, mais dans nos cœurs, elle est toujours française. Et beaucoup même de juifs alsaciens, parce que les Allemands ont laissé le choix aux habitants, ils disaient si vous voulez rester allemand, vous êtes allemand, si vous voulez demeurer français, vous devez aller en France. La famille Dreyfus, du fameux capitaine Dreyfus, c'est des Alsaciens, et eux, ils sont allés en France, par amour de la France. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est en 1791, la France est le premier pays d'Europe à donner le statut de citoyen aux juifs. C'est considérable. On se souvient de cette phrase de Clermont-Tonnerre, qui est un député de la Convention, rien aux juifs en tant que peuple, tout en tant qu'individu. C'est-à-dire... vous êtes français. Pas de communautarisme, on va dire. On arrête aussi de colporter les clichés, les rumeurs sur vous, mais vous serez citoyen à part entière désormais. Comme pour les protestants sur Richelieu, voilà, c'est citoyen, mais pas de séparatisme ou de sédition ou de. Puis il y a eu même Napoléon va convoquer le Sanhédrin et forcer les Juifs aussi à se conformer un peu plus on va dire, aux coutumes et aux mœurs françaises. Donc il y a des Alsaciens qui choisissent la France, d'autres qui choisissent l'Allemagne, et beaucoup d'Allemands aussi vont aller s'installer en Alsace. On commémore le souvenir français aussi, je crois, côté français, ouais. Et donc va arriver la Première Guerre mondiale. Souvent, on ne parle pas du tout du Bagdad-Ban, la rivalité, parce que les Allemands vont, avec le chemin de fer qui part de Hambourg jusqu'à Basra, aux portes de l'Inde. On vient de découvrir du pétrole en Iran, en Irak. Les Anglais veulent éviter ça à tout prix. Donc ce chemin de fer doit passer par les Balkans. Il faut susciter à tout prix des tensions dans les Balkans. Il y a une tension en 1912 entre l'Empire ottoman et les pays balkaniques de la région. Ensuite, en 1913, une guerre entre pays balkaniques. Et en 1914, le 28 juin 1914, le fameux assassinat de François Ferdinand, l'héritier du trône d'Autriche, le fils de François-Joseph. François-Joseph qui a épousé la fameuse Sissi impératrice, pour ceux qui connaissent.
souvent on dit, oui, Guillaume II avait une politique agressive, expansionniste. On se souvient qu'il y a eu un conflit à propos du Maroc, parce que la France convoitait le Maroc, mais l'Allemagne aussi. La visite de Tanger, le coup d'Agadir en 1905, 1911 coup d'Agadir, pardon. Et par contre, pour l'Autriche-Hongrie, le prince héritier d'Autriche est assassiné. Il est normal qu'elle demande des explications. Imagine-t-on le prince de Galles, donc le prince héritier d'Angleterre, s'il se fait assassiner à l'étranger, est-ce qu'on imagine le Royaume-Uni ne pas demander des explications et taper du poing sur la table? Ça m'étonnerait. Donc c'était normal que d'un point de vue austro-hongrois, les vrais austro-hongrois, hein, pas les austro-hongrois dont parle Adrien Bozzi, c'était normal que l'Autriche-Hongrie demande des explications. Bon, ça dégénère en conflit mondial. Après, c'est le traité de Versailles, le fameux diktat, et on se souvient tous de la phrase de Bainville, ce traité, c'est une paix trop douce pour ce qu'elle a de dur et trop dure pour ce qu'elle a de doux. C'est-à-dire que les Français récupèrent l'Alsace-Lorraine quand même, mais en gros, la France aurait pu annexer la Rhénanie. Clémenceau empêche. Ouais, Même la Sarre, ne veut ouais. pas, on ne sait pas pourquoi. Enfin, Parce que, mais la Rhénanie, c'est très dur parce que des fois, il y a des fleuves, vois-tu, Patrick, il y a des fleuves qui font penser à des pays. Si je te dis le Nil, tu penses à l'Égypte. Ouais. Si je te dis la Volga, alors ici, si je te dis l'Amazone, le Brésil, si je te dis le fleuve jaune ou Yangtze-Kiang, c'est la Chine. et tu sais comment les Allemands surnomment le Rhin? Le Vater Rhin, le Père Rhin. Le Rhin personnifie l'Allemagne pour eux, c'est Germania le Rhin. Même s'ils auraient été mis devant le fait accompli forcé, je suis pas sûr qu'ils y auraient enfin, après, on va pas refaire l'histoire encore une fois, mais vraiment, les Allemands surnomment le Rhin le Vater Rhin. C'est pas la petite mare, le petit marécage d'à côté du patelin du coin. Non, c'est le Vater Rhin. C'est toute la mythologie germanique. J'ai parlé de la chanson des Nibelungen tout à l'heure. L'or du Rhin, Rheingold. C'est un opéra de Wagner, ça aussi. Rheingold, l'or du Rhin. Donc, bon, ça aurait pu, mais on ne sait pas. En gros, ce que Bainville, la diplomatie française, ils auraient bien aimé vouloir démembrer de nouveau l'Allemagne. Donc l'Allemagne, voilà, revenir au traité de Westphalie. Donc Guillaume II avait abdiqué le 9 novembre. Le 11 novembre, l'armistice. Il y a la République de Weimar qui est proclamée. Quelques ouvrages qui parlent de cette période. Quasiment le meilleur livre sur la guerre, enfin peut-être pas le meilleur, mais un des meilleurs que j'ai lus, Ernst Junger, qui a écrit après se souvenir de sa campagne en France, parce qu'il a fait toute la Première Guerre mondiale sur le front du Ouest, en allemand, In Stahlgewitter, en français, Orage d'acier. Il est né en 1895 et il est mort en 1998. Il a vécu 103 ans. C'est vraiment un destin, une vie exceptionnelle. Il a traversé toute l'histoire de l'Allemagne et un autre, parce que les Allemands n'acceptent pas le diktat de Versailles. On parle même de la Dolchstoßlegende, c'est-à-dire le coup de poignard dans le dos, parce que pour les Allemands, ils se disent militairement, on n'avait pas perdu. Même si on reculait, l'Allemagne n'a pas été envahie. Et on n'a pas subi destruction. Et il y a un livre aussi de Ernst von Salomon qui s'appelle Die Gestäten, Les Réprouvés, où il raconte comment il y avait les corps francs, die Freikorps. Ils essayaient de garder les territoires allemands qui allaient devenir polonais. Puis après, il a fait une guérilla aussi en Rhénanie. Ils vont même jusqu'à assassiner un ministre allemand, le ministre des Affaires étrangères, Walter Rathenau. Parce que l'Allemagne perd plein de territoires, la Silésie, une partie de la Poméranie. On l'ampute à la hache après le traité de Versailles. Non, mais le corridor de Danzig, tout est fait pour que la guerre éclate de nouveau. Sincèrement, voilà. Là, Soit tu files tout à la Pologne, mais tu files pas, tu coupes pas un bout en deux. Petit bout en deux, voilà. Le fameux corridor de Danzig et tout, c'est pas pour rien que c'est là qu'éclate la guerre de nouveau. Donc Ernst von Salomon aussi raconte sa guérilla contre les Français en Rhénanie, quand les Français occupent la Rhénanie en 1923. Ce que les Allemands n'ont pas aimé aussi, c'est parce qu'il y avait des tirailleurs sénégalais dedans, enfin dans la Rhénanie. Les Allemands, ils voyaient ça, pour eux, ils se disent, les Français nous méprisent tellement qu'ils nous envoient entre guillemets leurs esclaves. Parce que les Allemands, par exemple, n'ont pas utilisé tirailleurs lors de la Première Guerre mondiale. Non. Ils ont utilisé ce qu'on appelle les askari namibiens, mais qu'en Namibie. Ils étaient un peu gendarmes, un peu si on veut. C'était les seuls tirailleurs qu'ils avaient. Il n'y avait pas de tirailleurs africains. La France est le premier pays d'Europe à avoir fait ça. Même les Anglais n'avaient pas fait venir. Les Anglais vont le faire ensuite. Ils font ensuite, mais la France est la première à le faire, à faire venir des gens des colonies pour participer à une guerre en Europe, sur le sol européen. Donc Ernst von Salomon en parle dans son livre Die Gestäten, Les Réprouvés, et aussi donc, pour Ernst Junger, In Stahlgewitter, Orage d'acier, parle de c'est le récit de ses souvenirs de guerre. Il va être décoré aussi de la médaille pour le mérite. C'est le plus jeune militaire allemand. À 23 ans seulement, il aura eu cette décoration, ce qui est vraiment exceptionnel, d'un point de vue donc, militaire. Ensuite arrive la République de Weimar, puis après la crise de 29, la montée, vous connaissez ça déjà, l'arrivée d'Hitler au pouvoir, puis qui va essayer de revenir sur les traités de Versailles. Donc après, il recrée la Wehrmacht,
En 1936, il occupe la Rhénanie. La France et l'Angleterre auraient pu envahir, hein, parce que les Allemands n'auraient pas pu s'opposer à une invasion française. L'Angleterre a dit non, on ne vous suivra pas. La perfide Albion, toujours. Hein. Les Français se sont dit, bon, on ne veut pas y aller seul. Alors que la France aurait pu y aller, parce que l'Allemagne avait que 100 000 hommes après le traité de Versailles. Alors qu'en face, la France a largement plus d'hommes mobilisables. Oui, petite aussi. Alors, dans les années 20, il y a ce qu'on appelle la guerre du Rif, dans le nord du Maroc, parce que les Français ont aidé les Espagnols à soumettre cette région-là qui avait vaincu les Espagnols, avec l'émir Abdelkrim. Pour ceux qui connaissent, c'est lui qui il a inspiré la guérilla moderne, il a inspiré même Ho Chi Minh et Mao Tse-tung. Donc, après le traité de Versailles, on interdit aux Allemands l'aviation moderne, les armes chimiques, mais on récupère des stocks allemands pour que les Espagnols et les Français s'en servent pour bombarder le nord du Maroc. Pétain, Henri Giraud, c'était illustré lors de cette guerre aussi. Donc voilà, donc on revient à la Rhénanie. Hitler annexe les Sudètes, il veut donc faire une grande Allemagne avec tous les pays qui parlent allemand. Donc la Seconde Guerre mondiale, je ne veux pas faire le récit de la Seconde Guerre mondiale, vous le connaissez suffisamment. Puis on arrive donc en 1945 où toute est détruite, pulvérisée. Atomisée. Tous les Allemands qui étaient installés dans l'Est depuis le XIIIe siècle, depuis ce fameux Drang nach Osten, 14 millions de déplacés, 2 millions de morts. Königsberg devient Kaliningrad, voilà, je vous en parle. Oui, pourquoi les Allemands toujours ont ce sentiment de « oui, mais on est violent, mais non, on a gagné, on est fort, mais on n'est pas des barbares. Hein. » Par exemple, dans le film La Grande Vadrouille, avec Louis de Funès, il y a la scène du train où il y a un officier allemand qui parle croit-il, à un Français, alors qu'il s'agit d'un parachutiste anglais. Donc cet officier allemand se met à citer du Charles Péguy. Un officier allemand qui connaît Péguy. Hein. Donc ils sont dans le train, il dit « Ah, la France, ce pays, la houle de la mer qui monte. » Enfin bon, ouais, il chante et tout. Puis après, à la fin, il dit « Charles Péguy, c'est un admirable poète, n'est-ce pas? Vous voyez, je connais bien votre langue. » En gros, ça veut dire « Oui, d'accord, on vous a vaincu, mais moi, je respecte votre culture, je vous aime bien, je suis pas un barbare, quoi. » Dans le film La Traversée de Paris, avec Jean Gabin, Louis de Funès et Bourvil, qui est adapté d'une nouvelle de Marcel Aimé, qui est de son recueil de nouvelles Le Vin de Paris. Donc pour ceux qui connaissent l'histoire, Bourvil doit vendre, il s'appelle Martin dans le film, il doit vendre un cochon au marché noir. Et si tu te fais choper avant de la viande, du cochon en temps de guerre, faut en trouver. Hein. Donc si tu es surpris à vendre au marché noir, la sanction est terrible. Hein. Les Allemands répriment sévèrement le marché noir. Mais à un moment, ils se font arrêter. Donc Bourvil entraîne, l'écran est éteint, je ne sais pas si c'est normal. Donc Bourvil, il entraîne Grand Gilles, Jean Gabin dedans. Mais c'est pas qu'il est peintre. Il pense que c'est juste un gars comme ça, il l'entraîne avec lui, il dit tiens, j'ai un coup, je suis sur un coup, est-ce que tu veux te faire un peu d'argent? Voilà, on va vendre ce cochon. Mais ils se font arrêter par les Allemands à un moment. Puis un officier allemand qui reconnaît Grand Gilles, qui est un peintre, donc Jean Gabin. Et il lui dit mais c'est quoi, ce cochon, tout ça, c'est suspect quand même. Donc cet officier allemand admire Jean Gabin, Grand Gilles, donc qui est un peintre reconnu. Et Gabin lui dit oui, mais c'est pour ma maison de campagne à Barbizon. Barbizon, c'est une ville pas loin de Fontainebleau, donc en Seine-et-Marne. Et il y a eu ce qu'on appelait à la fin du 19e siècle l'école de Barbizon. Donc c'était une école de peinture. Et l'officier allemand, comme il connaît la France, il sait parler français, il connaît un peu la culture française, il lui dit « Je connais l'école de Barbizon ». Il fait « Bien évidemment, tu te moques de moi, ton cochon c'est pour ta maison de campagne. Tous les peintres ont une maison à Barbizon, bien évidemment, tu te fiches de moi ». Il fait « Non, non, là tu te livres au marché noir, quoi ». Mais tout ça pour te dire que l'officier allemand connaît la peinture, l'école de Barbizon. Oui, pour la peinture, pour le 19e siècle, je voulais parler aussi du peintre Gaspard David Friedrich, qui a peint ce fameux tableau, Le voyageur contemplant une mer de nuages. Vous tapez Gaspard David Friedrich, Le voyageur, la mer de nuages, vous trouvez, c'est un tableau très connu. Donc on arrive donc en 1945, RFA-RDA coupé. L'Allemagne séparée en deux, coupée en deux, occupée, un côté les Russes, l'autre côté les Américains. Jusqu'à maintenant, les villes détruites, Dresde, voilà, toute l'Allemagne est effondrée, détruite, occupée, laminée. En gros, après, à partir de là, les Anglo-Américains se disent aux Allemands, ok, vous dominerez économiquement l'Europe à travers la fameuse construction européenne plus tard, économiquement, mais sous notre parapluie militaire. Voilà. Jusqu'à maintenant, l'Allemagne est un pays occupé. Hein. Je ne sais pas si les gens le savent, hein, mais il y a des bases, la plus grande base américaine en Europe est en Allemagne. Oui, jusqu'à là, on parle d'Allemagne, c'est un pays sous occupation. Après, il ne faut pas être naïf. Il y a le rapprochement franco-allemand avec le traité de l'Élysée en 1963 avec De Gaulle et Adenauer. En France, on dit beaucoup le partenariat franco-allemand, couple franco-allemand, mais en allemand, il n'y a pas d'équivalent pour dire couple franco-allemand. Puis l'Allemagne, voilà, il faut pas être naïf complètement. Moi, je fais pas l'éloge de Merkel, de la BCE, de Francfort. On avait réinauguré, là, il n'y a pas longtemps, il y a eu un rassemblement qui a
pas mal dégénéré à Francfort. On voulait inaugurer un bureau de la BCE, je crois, et puis il y a eu des échauffourées. Par contre, juste un petit truc. Bon, je ne fais pas l'éloge d'Helmut Kohl, de Schröder ou de Merkel, mais entre Merkel d'un côté, Sarkozy, Hollande de l'autre, qui respecte plus la fonction? Est-ce qu'on connaît les Allemands, même en Europe? Vous savez que dans le monde entier, on se fout de la gueule de la France. Hein. Avec Sarkozy, Carla Bruni, Hollande, Valérie Trierweiler, Julie Gaillet. Mais c'est lamentable. La fonction présidentielle jamais a été rabaissée autant. Je ne sais pas jusqu'où on va aller, où on va creuser. Quoi. Si on creuse, on va trouver du pétrole. Hein. Est-ce que Merkel, on connaît son mari? Est-ce qu'on l'a déjà vu en photo? Est-ce qu'on a vu Merkel, je ne sais pas moi, en photo qui fait du jet ski ou non, quoi? on a vu des photos à poil qui sont passées. Oui, mais elle était jeune. Elle était dans des camps de scouts. Quand elle était, bon, voilà. Mais je veux dire par là... on ne connaît pas sa vie privée à Merkel. Bien sûr, Donc, je ne fais pas l'éloge de Merkel ici, mais je veux dire par là, elle donne plus de respectabilité à la fonction politique que ne l'ont donné Sarkozy ou Hollande actuellement. Et je veux dire ça. Est-ce qu'on peut pas dire que, alors justement, l'Allemagne, elle sort occupée, laminée de cette Seconde Guerre mondiale, effectivement, ils s'en relèvent. Les villes détruites. Voilà, villes détruites, bon, ils se relèvent Cologne, Francfort, Dresde, Berlin. Tout est détruit, toutes les grandes villes allemandes sont détruites. Enfin, Munich est épargné, il y a d'autres villes qui sont plutôt préservées, mais en gros, les grandes villes allemandes, les grandes villes allemandes sont détruites. Est-ce que, parce qu'il y a très important, 1989, novembre. La chute du mur de Berlin. La chute du mur de Berlin. Réunification de l'Allemagne. Au début, Mitterrand n'était pas très pour. Alors, c'était ses restes de son passé nationaliste à l'action française. Bon, on le sait, voilà, évidemment, Mitterrand. Helmut Kohl n'a vraiment pas apprécié la visite qu'il a fait en RDA auprès de Heinrich Honecker, qui était le dernier dirigeant de la RDA. Le dernier dirigeant de la RDA, tout à fait. Ouais. La France, effectivement, voit d'un pas très bon oeil, on va dire, cette réunification allemande. Parce que quelque part, pour être clair, par rapport à tout ce que tu veux nous expliquer, ça nous a arrangé qu'elle soit coupée en deux, cette Allemagne. D'un point de vue purement. C'est vrai, français. Encore une fois, attendez. On est français. On est français. Là, moi, je parle juste. Là, dans notre émission, je voulais juste vous donner un autre œil sur l'Allemagne. Exactement. Moi, je parle de la culture allemande. Je suis germanophile culturellement. Oui. Parce que pour des raisons familiales, j'ai de la famille là-bas, je vous ai dit, mais je ne fais pas l'éloge de la domination économique de l'Allemagne. Voilà. Non, bien sûr. C'est pas ça. Je ne fais pas l'éloge de l'euro, je ne fais pas l'éloge de la Banque centrale à Francfort. C'est pas ça. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que justement, dans ce jeu franco-allemand, donc, on vous renvoie aux travaux de Pierre Hillard là-dessus, hein, qui vraiment a tout dit dessus. Hein. Comment son livre Minorité régionalisme sur le plan allemand de l'Europe, oui, on vous. Est-ce que justement, à partir de 1990, on va dire, à partir de la fin de la chute du mur de Berlin, cette Allemagne réunifiée, justement, là on est en 2015, ça fait maintenant 25 ans, donc quasiment que cette Allemagne est réunifiée, l'Allemagne est redevenue, à mon sens, je ne sais pas si tu es d'accord avec cette analyse, mais un poids lourd politique en Europe qu'elle n'était pas avant. Parce qu'avant, c'était un jeu économique, mais c'était un... Tu sais ce que Joschka Fischer avait dit, qui était membre des Verts, hein, ministre des Affaires étrangères sous Gerhard Schröder. C'était une phrase off, mais qui est connue maintenant. L'Union européenne va nous permettre d'avoir la place que ni la Première ni la Seconde Guerre mondiale ne nous avaient accordée. Et il l'a répété 2 fois, je veux te dire, cette phrase. Il est membre des Verts en plus. Hein. Il est membre des Verts. Et il a même dit nous réussissons avec ce que l'Union européenne, ce que nous n'avons pas réussi avec les canons Krupp. les fameux canons Krupp. Voilà. Donc, comprenne qui pourra. Mais tu vois, c'est pour dire, est-ce que justement cette Allemagne, justement, maintenant qui est réunifiée, maintenant qui nous fait un peu, j'ai l'impression qu'ils nous font un peu peur maintenant. Moi, je me souviens de l'Allemagne dans les années 80, c'est un pays secondaire. C'est-à-dire, on est encore dans le reste de la Seconde Guerre mondiale. Vous êtes des vaincus, vous êtes des... Tu vois, nous, la France, c'est nous qui pesons, etc. Juste petite parenthèse, rien que la RFA, l'ancienne Allemagne de l'Ouest, c'est tout petit. C'est tout petit, Elle était pourtant déjà la première puissance économique européenne. Jean Baudin disait « il n'est de richesse que d'hommes ». Bon, quelque chose qui me fascinera toujours chez les Allemands, c'est cette capacité à travailler, à se relever, comme les Japonais. Malek Benabi, dont j'avais parlé dans notre première émission, qui parlait de colonisabilité, il disait « les deux peuples travailleurs que j'ai vus dans ma vie, c'est les Allemands et les Japonais ». D'accord. Les Allemands parlent de Sittlicher Ernst, la conscience sérieuse. Deutsche Qualität. Deutsche Qualität. L'Allemagne est le premier exportateur au monde. Je répète, c'est pas la Chine le premier exportateur au monde, c'est pas les États-Unis, c'est l'Allemagne. Petite précision, l'Allemagne a une balance excédentaire avec la Chine. C'est un des seuls pays d'ailleurs, c'est-à-dire que les Allemands vendent plus aux Chinois. Par contre, avec l'euro fort, parce que l'euro convient aux exportations allemandes, la mythole Europa, par contre l'Allemagne, à force de trop tuer ses clients, de trop les casser, ça va lui retomber dessus. Parce que si les clients ne peuvent plus trop acheter, ils ne vont plus acheter de produits allemands. Donc voilà.
Donc oui, l'Allemagne redevient un parce puissant hégémonique. Moi, j'ai l'impression qu'elle nous fait plus peur maintenant qu'à l'époque, dans les années 80, quand elle était RFA et RDA, finalement, ils étaient, j'ai envie de dire, presque seconde division, alors que là, ils sont en Ligue des Champions. Quoi. Enfin, parce que ils nous font vraiment flipper. Quoi. Politiquement, militairement, ils continuent à exporter. Ils vendent beaucoup de sous-marins à Israël, par exemple. À un moment, ils voulaient arrêter d'en vendre après la guerre de Gaza 2009. On leur a refait, parce que l'Allemagne a payé des réparations. Alors, ils ont payé des réparations à Israël, qui n'existaient pas. Mais bon, on comprenne qui pourra aussi, hein, parce que Israël. Après la guerre, oui. Israël n'existait pas pendant la guerre, mais bon. Non, mais c'est par rapport à la Seconde Guerre mondiale, quoi. Mais comprenne qui pourra, c'est pour ça que je dis ça. Pourquoi il y a aussi un truc récemment, après la victoire de Syriza en Grèce, les Grecs ont redemandé, oui, on veut des réparations de l'occupation allemande. Sauf que Hitler n'avait jamais voulu envahir la Grèce. Pourquoi il a envahi la Grèce? C'était pour aider son boulet d'allié qui était Mussolini. Oui, parce qu'il s'était planté. Hitler ne voulait pas aller en Afrique. Pourquoi il allait en Afrique? Pour aider les Italiens qui avaient attaqué l'Égypte anglaise. Tout à fait. Voilà, je fais pas l'éloge. Attention, je fais pas l'éloge d'Hitler. On se calme. Non, mais c'est la réalité, bien sûr. Pourquoi les Allemands à ce moment-là? Parce que souvent on dit oui, même lors de l'Euro 2012, l'Allemagne avait joué contre la Grèce. Bon, mais c'est vrai que Merkel, le gouvernement allemand, les élites allemandes, pour eux, l'Europe, ils ne voulaient pas que les pays du Club Med... Non, comme ils les appellent. Les pays du Club Med n'aillent dans l'Union Européenne, dans le marché commun. Mais lors de le match Allemagne-Grèce, la fièvre nationaliste, chauviniste, pour ça, des fois, le sport, vraiment, ça délire complètement. Hein. Mais bref, tout ça pour dire que, faut rappeler que si l'Allemagne a envahi la Grèce, c'était pour aider l'Italie, Mussolini. On ne dit pas, on réclame pas d'indemnité aux Italiens. Est-ce qu'aujourd'hui, alors ça c'est une question, parce que moi, les Allemands que je connais, qui me disent que par exemple dans l'enseignement, là-bas en Allemagne, on leur fait comprendre genre qu'ils ont eu un passé de méchants, entre guillemets. Hein. Est-ce qu'on les a pas un peu castrés intellectuellement? Carrément, ça se réveille. Hein. Oui. Petite, je vais te dire, pour tordre le coup aussi, l'allemand c'est une langue agressive, le cinéma allemand, si vous voulez, du grand cinéaste allemand comme Fritz Lang, les films ces dernières années qui ont des succès. Berlin, c'est un grand festival de cinéma, Goodbye Lénine, La vie rêvée des autres, c'est des grands films qui ont été, des grands films européens, même mondiaux de ces dernières années. Mais je vais dire, on dit l'allemand c'est discipline militaire et tout. Bon, discipline en allemand ça vient du français discipline hein, déjà. Mais je vais te citer des mots du vocabulaire militaire allemand, tu vas me dire à qui les Allemands l'ont emprunté. Militaire, soldat, caserne, brigade, artillerie, machine pistole, front, lieutenant, général. Ah ben c'est du vocabulaire français. Ils ont tout emprunté au français. Pourtant, la langue française n'a pas cette réputation. On ne va pas s'en plaindre, tant mieux si le français a toujours cette image un peu chic, élitiste, de belles langues, langue des lettres, des arts. Mais voilà, les Allemands ont tout emprunté au français pour le vocabulaire militaire. Donc voilà. Et aussi, n'oublions pas, en 2003, lors de la guerre d'Irak, c'est les services secrets allemands qui fournissent aux Américains les plans de Bagdad. Les plans de Bagdad. C'est un peu un double jeu, parce qu'ils disent on va pas à la guerre, mais on vous fournit. En gros, les Français et les Allemands, pourquoi, si on peut dire maintenant aujourd'hui, la conclusion qu'on peut en tirer, c'est pourquoi ils sont pas allés pourquoi ils voulaient pas faire la guerre d'Irak, c'est que les Anglais et les Américains leur promettaient pas de marcher derrière. Ouais. C'est surtout pour ça qu'ils se sont opposés. C'est pas par altruisme. Et les Américains, fidèles à leur stratagème des chaînes, il paraît que la diplomatie américaine aurait dit les Russes, on les calcule pas, les Allemands, on les pardonne, et les Français, on les punit. Voilà. Fidèle au stratagème des chaînes, voilà. C'est pour montrer jusqu'où va l'hostilité envers l'Allemagne. Dans le métro à Paris, vous avez les stations Jaurès et Liège. Et il y a une station qui a été débaptisée. Les deux. J'en parle dans mon livre. Ah oui, je me souviens. Jaurès, avant la guerre, c'était la station Allemagne. Sauf que Jaurès a été assassiné par Raoul Villain, un Français, un nationaliste français, qui finira assassiné aux Baléares pendant la guerre d'Espagne dans les années 30. Mais Jaurès a été baptisé Allemagne, et la station Berlin, c'était Liège. Pourquoi? Pour rendre hommage à la ville de Liège. Et aussi, on parle de chocolat viennois et de café viennois. Mais pour rendre hommage à la ville de Liège en 14, lorsque la Belgique est envahie, on a appelé ça café liégeois et chocolat liégeois. C'est pour vous montrer jusqu'où le délire anti-allemand, des fois, il y va. Quoi. Voilà. Donc, voilà. Donc, on arrive à la fin, je suis désolé, malheureusement. Il n'y aura pas eu de questions. Je suis désolé, moi aussi, pour tous ceux qui voulaient aussi poser des questions. En tout cas, j'espère que vous aurez donné un peu une autre image de l'Allemagne. Sur le plan culturel, encore une fois. Voilà. Il ne faut pas être naïf sur l'hégémonie économique allemande et la politique allemande. Oui. Moi, je peux répondre à cette question, si tu peux aussi, si tu veux, c'est Korchi qui devine. Pourquoi il y a une ville américaine, effectivement, du Dakota du Nord, qui s'appelle Bismarck, la capitale? Tout simplement, ça a été fondé par des Allemands. Comme en Louisiane, vous avez trouvé tout un tas de villes françaises aussi, des moines, dollar vient de l'allemand Thaler. Thaler, c'était la monnaie prussienne. Ah oui. Thaler, c'était des colons allemands, après c'est devenu Thaler, dollar après. Voilà des bonnes explications, que les Allemands, ils ont toujours
quelque chose dans la poche à nous apprendre. En tout cas, merci. Pendant la guerre d'Algérie aussi, Cologne, c'était une base arrière du FLN en Europe. Le RFA s'est dit, si on peut enquiquiner la France, on va pas se priver. Et d'où Aussi, ça, c'est l'histoire. pour vous savez. Alors aussi, pour en finir aussi vite fait à la fin, les bougnoules, les chleux, parce qu'il paraît que c'est un rapport aussi. Alors c'est vrai. En fait, Alors. Schleuch, parce que pendant la campagne du Maroc, la conquête du Maroc, les Schleuch, c'est des berbères de l'Atlas. C'est des Et comme berbères ils de avaient montré une résistance opiniâtre aux Français, tout l'Atlas a été conquis qu'en 34. Hein. Oui. Le protectorat, c'est 1912 sur le Maroc, il se finit, l'Atlas est soumis en 34. 34, ouais. Donc les Schleuch en Tmazirt, en berbère, ils avaient montré une résistance opiniâtre aux Allemands. Et c'est pour ça qu'on a dit Schleuch, les Schleux, pendant la Première Guerre mondiale, parce que les Allemands, la guerre de position a duré très longtemps, les Allemands voulaient pas Donc céder, quoi. les Français ont surnommé les Allemands les chleux. Voilà. Après, pour Bougnoul, ça, je sais pas. Bah, il paraît que Je c'était sais les Allemands qui appelaient les Français comme ça et que les Français ont repris le nom pour Ça, leur donner aux Arabes. Ça, Alors, je pourrais sais pourrais pas te dire, en tout Bon, cas. bah, on demandera confirmation, mais en tout cas, merci Anis. Bah, merci à toi, Patrick, pour ton merci, invitation. voilà, super émission. Je pense qu'on a appris plein de choses sur l'Allemagne, J'espère moi bien. aussi. Un autre, dernier, Ouais. un écrivain allemand, enfin c'est un militaire, August von Kageneck, qui est un récit sublime de la Seconde Guerre mondiale du front russe. La guerre à l'Est, c'est... Enfin, qui est mort en 2004, mais où il récite sa campagne des souvenirs de Deuxième Guerre mondiale, en fait. D'accord. Voilà. Il est d'où? Il coupe le son, Steph. T'es d'où? Pour dire au revoir ou... Eh ben, écoute, au revoir à tout le monde. Donc merci. toujours, on m'a dit une fois, j'ai reçu un mail, vous pouvez bien évidemment procurer mon livre, donc anis.alfaïda@gmail.com, librairie Facta, avenue de Clichy, 4 avenue de Clichy à Paris, librairie de Lorient, 18 rue des Fossés Saint-Bernard, le site Hades Éditions, et la librairie Arissala, 103 et 152 boulevard Maurice Lemoyne à Bruxelles. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Bon, ben voilà. Voilà. Tout est dit. Merci beaucoup. De toute façon, normalement, on se retrouve À demain. bientôt. On va vous souhaiter Gute Nacht. Gute Nacht, absolument. Gute Nacht. Donc, Gute Nacht, Halles. Gute Nacht, alles, oui, à tout le Tu monde. vois, je suis un Allemand dans l'âme. En plus, je suis d'origine hollandaise. Mais bon, Bon, d'accord. c'est pareil. C'est pareil. Allemand-hollandais, en plus, ils se fightaient aussi. T'es un peu Gouda alors sur les bords, c'est ça? Ah, mais moi, je suis de partout. Je suis un viking. En même temps, Afrique équatoriale. Donc, tu vois, ça fait des mélanges. T'es malgache en fait. T'es malgache, il y a de tout dans le malgache. Voilà. Il y a de tout chez le Malgache. Voilà. En tout cas, merci à vous. On se retrouve demain, Inch'Allah. On dira, voilà. Et puis, vous savez très bien que si vous écoutez ce message ce soir, c'est que vous êtes peut-être même en Allemagne, mais en tout cas, vous êtes la résistance. Merci. Ciao. Widerstand en allemand. Widerstein.